Ceci ne devrait pas expliquer cela de mon point de vue. Il revient aux autorités pénitentiaires de prendre leurs dispositions pour renforcer la sécurité des prisonniers qui vont dans les centres de santé, qui vont se soigner. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas, parce qu'il y a eu des précédents, n'est-ce pas, interdire les autres prisonniers de soins. Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un monde où ça parle quand même beaucoup. Il y a des catégories qui ont quand même droit aux soins, qui prétestent de telle ou telle maladie et sortent, et qui prétestent de ceci ou cela, s'arrangent et ont des plages de liberté. Et ils connaissent, parce qu'ils vivent tous ensemble, ils connaissent les privilégiés parmi eux, ils savent comment ça se passe. Et aujourd'hui, la prison n'est plus loin du dehors. On sait tout. La preuve, ceux dont on parle, le même Radi Latif, il fait partie de ceux qui avaient été soupçonnés d'être les informateurs au dehors. Voyez-vous. Et il n'est pas le seul d'ailleurs. D'autres, je ne veux pas appeler des noms, mais les autorités pénitentiaires et ceux qui ont suivi ce dossier sauraient de quoi je parle, sont également dans le cas aujourd'hui. Par exemple, et même son cas à lui, le fait que le dehors soit alerté, on a soupçonné un prisonnier, comme quoi c'est lui qui donnerait l'information, c'est lui qui informerait, n'est-ce pas, les donneurs, les lanceurs d'alerte. Et actuellement, à l'heure où on parle, il est en train de purger, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent l'isolement. La prison des prisons, l'isolement. Actuellement. Vous, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il revient, n'est-ce pas, aux autorités pénitentiaires de s'organiser pour résoudre tout ça là. Il y a des choses à changer parce que je ne sais plus comment ils appellent ce papier, ce fameux papier qu'il faut avoir avant de... Mais vous n'allez pas attendre, n'est-ce pas, que ça soit d'un certain niveau de gravité avant de daigner agir. Si vous avez fini par agir, ça veut dire qu'on aurait pu agir plus tôt, n'est-ce pas? Et quand on dit il ne faut pas politiser, non, la question n'est pas politique, la question est d'abord humaine. Ah, nous sommes d'accord là-dessus. Non, la question est d'abord humaine, mais la situation aggravante, c'est quand le détenu est affublé du qualificatif politique, il faut faire attention. Que vous acceptez qu'il soit détenu politique ou non, le fait qu'on dise de lui que c'est un détenu politique, si vous le laissez subir ça, on dira que vous êtes en train de tuer des adversaires politiques. Ça, c'est comme ça. Et ça, c'est encore pire, c'est encore plus grave. Et c'est plus grave, n'est-ce pas, pour la quiétude sociale tout court. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire, ah non, ne politisons pas tout le reste. Il s'agit des faits. Donc, moi, j'inviterais, n'est-ce pas, les autorités pénitentiaires, les autorités judiciaires, n'est-ce pas, à faire en sorte que ces cas-là ne se multiplient pas et qu'ils soient diligentés. Une commission d'enquête pour savoir quelles sont les conditions de vie, n'est-ce pas, de nos prisonniers, les possibilités de se soigner de ces prisonniers-là. Comment cela s'est passé pour le cas Radi? Et ça, je n'ai pas beaucoup vu les organisations des droits humains. C'est vrai qu'ils vous répondront, ils nous répondent souvent que ils ne sont pas comme les médias, qu'ils agissent froidement et recueillent les éléments. C'est sûr, ils vont dire qu'ils sont en train de documenter les choses. Sauf que, encore une fois, ici, il s'agit de la vie humaine. Et ces organisations étaient là, écoutaient ces alertes-là de la prison sur l'état de santé de Radi. Pourtant, il n'a rien eu. Moi, je pense que c'est en ce moment, puisqu'il s'agit de la vie humaine, qu'il faut pouvoir agir. Nous sommes de retour dans ce studio. Nous avons 3 confrères en studio. Le premier, Fidèle Vaudounon. Fidèle, bonjour. Bonjour Serge, bonjour aux amis internautes fidèles de Cristal News. Virgile Aroncet. Virgile, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Également dans ce studio, Cosme Keke. Cosme, bonjour. Bonjour cher ami Serge Avidjane, bonjour à tous les auditeurs. Cosme Keke, votre une de ce matin interpelle beaucoup plus les chrétiens célestes. Le mois du vendredi, le 1er juillet, réservé à la Vierge Marie, ça veut dire quoi? Non, mais vous savez que quand on parle de la Vierge Marie, toutes les églises chrétiennes ne parlent pas de cette femme qui nous a donné Jésus-Christ. Et comme les églises évangéliques, beaucoup ont tendance à croire que les célestes aussi n'en parlent pas. Or, les célestes en parlent. Donc les célestes reconnaissent la Vierge Marie. Oui, parce que quand vous allez dans les chapelles, dans les églises du christianisme céleste, vous ne voyez nulle part l'image de la Vierge Marie comme on le voit dans les églises catholiques. Et beaucoup ont tendance à croire que la Vierge Marie n'a pas une place au sein de l'église du christianisme céleste. Donc,
Donc c'est juste un rappel. Non, c'est un rappel. Et il faut dire que c'est depuis 1978 que cette église-là célèbre la Sainte Vierge Marie après avoir, à cause du fait que le prophète Chofa a reçu un message de la Vierge Marie qui lui demandait quelle est sa place au sein de cette église-là. Elle a joué beaucoup de rôle pour cette église. C'est juste en tout cas une manière pour nous de chercher à comprendre votre manchette. On va toujours rester avec vous, cause non quelqu'un. La une de votre quotidien, vous interrogez sur la situation du jeune Radi Latif, à qui profite la mort du jeune étudiant Radi Latif. Vous interrogez, on se rappelle, ce jeune est l'un des prisonniers politiques à qui on a refusé les soins à la prison civile de Minserete. Il a été décédé dans des conditions plus ou moins horribles au CHD de Porto-Novo. Voilà, à qui profite réellement sa mort? Oui, on s'interroge pour savoir on a quel intérêt à garder un étudiant. C'est un étudiant. Et on n'a même pas cherché à savoir s'il fait partie des manifestants, puisque cet étudiant a été arrêté dans le cadre des manifestations après les élections législatives de 2019. Donc il a été arrêté dans les années 2020 et il est gardé à la prison de Minserete sans être jugé pendant 4 ans. Et on s'interroge, est-ce que c'est parce qu'il est un détenu politique qu'il a subi ce traitement, ou bien c'est parce que c'est son sort? Maintenant, si c'est son sort, est-ce que c'est les acteurs politiques, est-ce que son destin a voulu qu'il passe par là pour décéder? Parce que nous, on s'est interrogé, on a arrêté la personne, on l'a pas jugé, on l'a gardé en prison pendant 4 ans environ, et on n'a rien dit. La personne est tombée, le jeune est tombé malade, on l'a envoyé à l'hôpital et il décède. Entre garder cet étudiant en prison jusqu'à sa mort, ou le juger et le libérer, tout ça là, ça profite à qui? Parce que on l'a gardé en prison, il est mort, maintenant on l'a libéré. Pourquoi ne pouvons pas continuer à garder le corps en prison si tel que pendant 4 ans que le jeune a passé en prison, on n'a pas songé l'appeler pour dire mais voilà qu'est-ce qu'on lui reproche, voilà ce qu'on te reproche, voilà le jugement qu'on te fait. On n'a rien dit de tout ça, et voilà, c'est après son décès maintenant qu'on libère son corps à ses parents. Fidèle Vaudounon, voilà la situation de ce jeune qui est décédé il y a quelques jours. Plusieurs quotidiens en ont parlé dans la semaine jusque-là. Pour vous, un observateur de la vie sociopolitique, quand même, les détenus ont quand même de droit. Et laisser un prisonnier dans ces conditions jusqu'à sa mort, même décédé, menotté, c'est quand même horrible, n'est-ce pas? Merci, cher ami. Serge, je sors d'ailleurs d'une formation avec une organisation de défense des droits humains. Ok, donc vous imaginez que je suis bien imprégné donc de ce que devrait être la vie d'un détenu à l'aune tout au moins de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela dit, je ne maîtrise pas le dossier. Je ne maîtrise pas le dossier. Particulièrement, je sais dans tous les cas que les prisons ont leur protocole en matière d'évacuation sanitaire, en matière peut-être de soins à l'interne. Je sais qu'il y a certainement un protocole qui est respecté. Je ne voudrais pas faire dans comment on va dire ça, dans la polémique, mais il est question d'abord avant toute chose de s'incliner devant la mémoire de ce jeune là qui passait de vie à trépas en prison, parce que quoi qu'à l'hôpital, il est quand même décédé en prison. Et c'est pas souhaitable. Dans tous les cas, j'ai souvent entendu de ma position d'observateur que un prisonnier, même à l'hôpital, reste menotté. Et cela a pris quand même une certaine tenue depuis qu'il a été constaté, et je ne voudrais pas revenir forcément sur des exemples que vous connaissez autant que moi, que des prisonniers prétestant justement de maladies ont pu donc s'évader et sont restés introuvables. Donc c'est la raison fondamentale qui a fait qu'on l'a laissé. Je m'interroge. Je m'interroge là-dessus, je m'interroge à haute voix là-dessus. J'ai commencé par dire que les prisons ont certainement leur protocole en la matière. Donc ce sur quoi nous jouons aujourd'hui dans le monde médiatique, c'est beaucoup plus ce côté sensationnel de voir le jeune malade menotté, et puis voilà, vous-même vous avez semblé dire tout à l'heure qu'on lui a refusé les soins, mais par la suite vous dites qu'il est décédé au CHUDOP
à Porto Novo ici. Et je pense que donc peut-être que bon, il n'a pas bénéficié des soins à temps, voudriez-vous certainement dire, ou peut-être qu'il n'a pas pu bénéficier des soins appropriés. Et là aussi ça ne m'étonne que parce que vous et moi qui sommes libres, nous n'avons pas toujours eu accès aux soins les meilleurs, parce que les soins c'est quand même une affaire de moyens aussi. Et pour un prisonnier, je ne sais pas comment ça pourrait se faire pour qu'il y ait véritablement les meilleurs soins possibles. Dans tous les cas, il est question qu'en l'état actuel des choses, que l'on puisse situer les responsabilités. Il est question de situer les responsabilités. Ce n'est pas une question d'humeur où on va dire voilà, on a vu un jeune menotté mort et tout. Non. Il faut pouvoir situer les responsabilités déjà sur les conditions de vie carcérale de ceux qui y sont. Ensuite, sur les conditions d'accès aux soins pour ces personnes-là qui sont en situation donc de détention. Et enfin, sur quel est véritablement le protocole en matière de prise en charge de ces prisonniers selon les affections dont ils souffrent, parce que quelqu'un qui a les maux de tête, je pense que ça c'est des choses qui pourraient être peut-être gérées à l'interne, à l'infirmerie donc de la prison, mais pour que ça sorte de la prison, ça doit être certainement d'un certain niveau. C'est donc sur ces détails qu'il faudrait véritablement s'attarder afin que bon, on n'ait pas à seulement déplorer ces cas quand ça vient au dehors, quand ça quitte donc l'enceinte donc de la prison. Donc pour le moment, c'est ce que moi je peux dire sur la question en m'inclinant devant la mémoire de ce jeune-là. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'on lui reproche, ça reste quand même une personne humaine qui tombe dans ces conditions-là. Et je pense que il est question, en l'état actuel des choses, que tout au moins le parquet, oui, je pense que c'est le parquet qui répond quand même des établissements pénitentiaires, puisse quand même dire sa version des faits. Je pense que c'est même allé déjà bien loin avec cette déclaration de député de l'opposition qui dénonce quand même la chose. On a eu beaucoup de voix qui se sont levées, mais moi je pense qu'on ne devrait pas seulement s'arrêter à ces récupérations politiques, hein, parce que ça quand même, le jeune, il est en prison parce que on estime qu'il a un détenu politique, quand on sait que les détenus politiques viennent d'un camp, et donc c'est normal que ceux qui en puissent réagir. Vous apportez l'eau à mon moulin quand je parle justement de récupération politique, parce que moi, en tant que journaliste, je vois beaucoup plus la personne humaine. C'est d'abord une personne humaine qui se retrouve dans cette position-là. Qu'il ait fait ceci ou qu'il n'ait pas fait cela, il appartient à la justice d'élucider. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quand un bord politique dont il pourrait se réclamer, ou bien qui se réclamerait justement son bord politique, eh bien donne de la voix. Pour moi, ce n'est pas encore la voix officielle. Il est question plutôt de tirer peut-être la langue aux autorités. Il est question plutôt d'exiger des autorités compétentes de nous dire ce qui en est. Mais au-delà de ce qui en est, ce qui devrait en être justement, non pas seulement au bon vouloir de ces autorités, mais à l'aune des instruments juridiques qui existent de par le monde entier et auxquels le Bénin a adhéré pour pouvoir comprendre véritablement quelle est la vie de ces détenus. Je ne parle pas de détenus politiques, parce que la qualification de politique, je ne sais pas, à l'aune de quelle appréciation vous le dites. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je voudrais que, à l'exemple donc de jeune Radi, du défunt Radi, qu'on puisse aller au-delà pour comprendre comment ça se passe, comment ça se gère. Est-ce que cela se passe comme ça doit se passer, et si possible maintenant, à l'aune donc de ces constats, tirer les bonnes conséquences. Sinon, pour le moment, on sera dans les spéculations, on sera dans la récupération politique, et ça risque même de galvauder quelque part ce qui devrait être le respect qu'on doit à la mémoire de ce jeune-là. Vigile Arancet, depuis le décès de ce jeune, c'est silence radio du côté de l'agence pénitentiaire du Bénin, mais également du ministre de la Justice, du procureur, on n'entend rien, et pourtant c'est quand même, on connaît les conditions dans lesquelles ce jeune a été arrêté et puis envoyé en prison. Il n'a pas eu droit au procès et puis il est arrêté. On se demande réellement si c'est comme ça que les prisonniers meurent dans les hôpitaux. Je ne sais pas ce qui vous étonne, parce que ce silence, moi, ne m'étonne guère. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Cette fois-ci, ce qui change, c'est que nous avons eu des images. Nous avons eu des images, même avant ces images, des lanceurs d'alerte avaient déjà sonné l'opinion
par rapport au cas de ce jeune qui a fini par décéder. Et comme on semblait l'ignorer, Fidèle, eh bien, il a eu de problèmes, n'est-ce pas, pour avoir accès aux soins. Il a eu de problèmes, sa santé se dégradait et on prétestait d'un papier, donc formalité administrative, n'est-ce pas, pour l'envoyer aux soins. On disait qu'il n'a jamais été jugé, qu'il n'est pas encore condamné, donc il n'a pas droit aux soins. Comme si, quand on n'a pas été jugé, on ne peut pas tomber malade, on ne peut pas se retrouver en position d'aller, n'est-ce pas, se faire soigner en dehors de la prison. Donc c'est ce qui s'est passé et sa situation s'est dégradée, situation sanitaire s'entend, s'est dégradée très rapidement, alors qu'on aurait pu le sauver si les diligences avaient été faites, du moins on aurait eu au moins la conscience tranquille, ça aurait moins sonné dans l'opinion publique. Cela apparaît aujourd'hui comme non-assistance à personne en danger. Voyez-vous? Donc, vous comprenez que face à cela, et puisque c'est pas un premier cas, c'est pas le premier cas, n'est-ce pas, que ces autorités qui ont la garde de ce jeune homme ne réagissent pas, parce que c'est, on va dire, voilà, c'est les droits humains, on en fait peu cas. On en fait peu cas. Il a des droits plus élémentaires encore des personnes, des pensionnaires de nos prisons qui sont foulés aux pieds. Heureusement, il y a Fidèle qui dit qu'il revient donc d'une formation. Certainement qu'on lui a fait faire des cas d'études. Il a dû, n'est-ce pas, étudier donc de ces cas-là. C'est déplorable tout simplement. C'est déplorable et moi je nous exhorte, n'est-ce pas, à ne pas avoir la langue de bois dans ces circonstances-là. Car lui, Fidèle, qui me semble marcher sur les yeux, dit non, moi je fais la part des choses, la détenu politique, ceci, il est un potentiel prisonnier. Surtout dans le contexte actuel, on en a vu. Donc faut pas attendre, n'est-ce pas, son tour. Ou attendre. Parole n'est pas assez forte. Non, attendez. On ne peut pas attendre. Non, moi, je vous parle sincèrement. Moi aussi, je n'ai jamais été aussi sincère. Moi, je vous parle. Je vous parle sincèrement. Pour que, au moins pour une fois, n'est-ce pas, on ne fasse pas la langue de bois parce que, bon, on est tolérant avec tel ou tel camp politique. Non, il ne s'agit pas de la politique, n'est-ce pas? Il s'agit d'abord de la vie humaine. Il s'agit d'un contexte où tout le monde peut s'y retrouver. Et ces choses-là, vous ne le faites même pas pour un camp politique, vous le faites pour l'intérêt général, vous le faites pour vous préserver vous-même, pour préserver les vôtres. Et c'est ça le rôle, moi je pense, qu'on attend des journalistes. Voyez-vous. Donc cela est très important de dire ce qui s'est passé, de déplorer ce qui s'est passé, car les auteurs, si et ils ont un peu de conscience, il devait pouvoir être en train de se reprocher des choses. Et il faut le faire puisqu'il n'est pas le seul. Il a d'autres points qui ont exactement la même maladie. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi ça. Parce que nous, à Cristal, nous avons interrogé son frère aîné, Mouftaou Radi, qui nous a confié que le jeune homme n'était pas malade, par exemple, à la dernière fête de Ramadan. Il n'était pas encore malade. Donc, on parle de foie qui serait perforé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a pu faire dégrader son foie? Et quand moi je mets ça à côté d'autres cas, d'autres prisonniers, enfin, lui n'était pas prisonnier, par exemple, quand je prends un certain Jean Poton, c'était un problème de foie également, rappelez-vous. Et il était sorti de prison, et c'est quelques semaines, quelques mois après, qu'il a trépassé presque dans les mêmes conditions. Voyez-vous? Donc, sans rien affirmer, il y a déjà de quoi se poser des questions. Et il y a d'autres prisonniers aujourd'hui qui seraient dans le même cas, ventre ballonné comme ça, à qui on serait en train de refuser de soins. Donc, pour pouvoir sauver ces gens-là, au moins ceux qui sont encore là, dans cette situation-là, au lieu de faire la langue de bois, moi, je nous exhorte sincèrement à dire les choses telles qu'elles sont. Cause Nkeke, on se rappelle, il y a quelques semaines, l'une des prisonnières célèbres du pays aujourd'hui, Rekia Madougou, avait également réclamé des soins qu'on lui aurait refusés. Ça n'a pas été facile. Et ça m'est passé jusque-là, elle a eu droit à ces soins. Mais quand même, si des personnalités comme Rekia Madougou refusent des soins, c'est normal que on interdise à un jeune, voilà, qui est inconnu du bataillon, d'avoir des soins, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs pour ça que nous parlons ici. Si
jusque-là, le confrère fidèle n'a pas encore compris le sens de ce que nous disons. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas de traiter ce que nous parlons, ce de quoi nous parlons ici sur le plan politique, parce que on a parlé de détenus politiques. Même s'il n'était pas détenu politique, est-ce que au moment où le petit garçon ou le jeune étudiant avait besoin des soins, est-ce qu'on lui a permis d'avoir les soins en son temps? On a parlé de nous qui sommes en liberté. Non, si quelqu'un est en liberté, il ne prend pas soin de sa santé, ça c'est autre chose. Mais celui qui est gardé, incarcéré, quelle est la force, quelle est la liberté qu'il a, même s'il a les moyens de se faire soigner? Alors, nous parlons de Madougou. Voilà Madougou qui nous parle depuis qu'elle est interdite de soins. Et peut-être un jour, on va attendre la veille de sa mort et la déposer dans un centre de santé ou bien dans un hôpital. Et après, on va dire qu'elle est décédée. Alors que peut-être que si le petit garçon là aussi avait les moyens de se faire entendre, parce que peut-être qu'elle serait en train de parler comme Madougou est en train de parler d'elle aujourd'hui. C'est parce que celui-ci n'a pas eu le temps et c'est de ses parents que nous avions appris qu'on lui a privé de soins. C'est de ça que nous parlons. On ne peut pas prendre quelqu'un et l'incarcérer et l'empêcher d'avoir les soins. Moi, je me demande même, qu'est-ce qu'on fait consommer à ces prisonniers-là? Je ne dis pas que les responsables des prisons sont auteurs de ces morts. Mais qu'est-ce qu'on fait consommer à ces prisonniers pour qu'à la fin, vous savez, ce n'est pas seulement coton. Il y a même un jeune qui était arrêté dans les mêmes conditions que Radi, qu'on a libéré quelques semaines avant, mais qui est décédé après. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et voilà, le jeune Radi, toujours en détention, il tombe malade. Et vous allez pratiquement voir que c'est pratiquement la veille de sa mort qu'on le sort de la prison pour l'amener aux soins. Moi, je prie pour que ce qui est arrivé à ce jeune n'arrive pas à ces grands détenus politiques qui sont là aujourd'hui. Parce que si ça arrive, ça peut embraser le pays. Donc, il faut que le système judiciaire revoie les conditions d'incarcération dans notre pays et surtout permettre à ceux qui sont incarcérés de bénéficier des soins. Fidèle, vous donnons même question pour vous. La situation de ce jeune-là nous interpelle par rapport à d'autres cas qu'on a connu, le cas Rekia Madougou par exemple. Elle a réclamé à Koyakri qu'elle aurait besoin des soins parce qu'elle avait besoin de ça. Et qu'on lui aurait refusé cela, elle a même écrit une longue lettre à l'époque. Beaucoup de personnes avaient fustigé cela. Mais aujourd'hui, est-ce que le cas Radi ne lui donne pas raison aujourd'hui? Oui, avant de revenir sur votre question, je voudrais quand même lever l'équivoque sur mes deux, on va dire quoi, protagonistes sur la question. Les autres co-débatteurs. Pour Virgile Avancé, je ne suis pas assez incisif sur la question pour comme quelqu'un. C'est comme si je n'ai pas. Tout le monde ne peut pas avoir la verve de Virgile Avancé, comment on va appeler ça? Bon, je me garde de qualifier ça, en fait. Mais on le dira chacun dans son langage, dans son vocabulaire. C'est de cela qu'il s'agit. Et je l'ai dit une fois tout à l'heure que c'est à déplorer. C'est à déplorer et j'ai dit non pas parce que le jeune Radi serait un prisonnier politique. Je n'en ai pas les éléments d'appréciation, je le redis. Mais parce qu'il a été arrêté en mal des élections de 2021. Mais parce qu'il est une personne humaine. Il a été arrêté en janvier 2020. Et ça, on va même y revenir. Les circonstances de son arrestation. Il n'y a pas de souci, allez-y. D'accord. Donc, c'est d'abord une personne humaine. Vous voyez, le débat que nous faisons souvent en l'orientant vers des considérations politiques, en montrant, en essayant, en forçant même parfois de montrer que c'est parce que il y a une position politique qui est affirmée et que l'autre camp tenterait de réprimer à cet extrême-là, c'est ce débat qui biaise souvent la pertinence donc des sujets que nous avons. Mais quand on prend le cas Radi aujourd'hui et qu'on compare au cas Madougou aujourd'hui. J'en viens à votre question, je répondrai, soyez tranquille. D'accord, allez-y. Donc je tenais à lever cela parce que souvent sur ce plateau, on me présente comme le mauvais garçon, le méchant garçon, le gars qui ne sent rien. Non, pas du tout. Je suis père de famille, moi aussi. Je suis une personne humaine aussi. Et Vigile a dit, nous sommes tous des prisonniers qui s'ignorent.
dans tous les cas. Nous sommes tous des malades qui s'ignorent dans tous les cas. Donc il est question d'abord de dénoncer le fait dans sa quintessence, pour la personne humaine qu'incarne le compatriote qui vient de tomber. C'est très important d'abord ça. Et j'ai dit qu'il appartient aux organisations qui peuvent le faire, à nous autres journalistes, comme nous le faisons déjà sur ce plateau, d'exiger des autorités que toute la lumière soit faite sur la question. Au-delà de la personne de Radji, c'est de cela qu'il s'agit. Et quand je dis au-delà de la personne de Radji, Madougou comprise. Parce que nous avons quelque chose de commun, tous béninois, c'est notre citoyenneté béninoise. Donc quand vous l'évoquez souvent et que vous mettez un peu comme par exemple la ministre Madougou au-dessus par exemple de ma personne, je ne suis pas d'accord. Nous sommes tous des personnes humaines avant tout. Par rapport à nos positions politiques, par rapport à notre opinion, on peut rentrer dans d'autres considérations. Mais il est question d'abord avant tout de considérer la personne humaine dans son essence même. Et c'est donc de cela qu'il s'agit. Donc l'approche que moi je propose, c'est une approche beaucoup plus holistique qui englobe tout le monde. Je me refuse de faire le débat politique ou bien de faire le débat politicien sur des considérations qui relèvent des droits humains, qui relèvent du respect de la personne humaine, tout simplement. C'est ça que je refuse, ça, c'est moi, malin, ça. Donc on ne peut pas me reprocher ça. Alors, pour ce que dénonce par exemple la ministre Kiabadougou, par exemple, on peut faire le débat là-dessus. En faisant le débat. Et sur le principe, sur le principe, tous ceux que vous voyez à la prison peuvent tous prétendre justement des questions de santé pour sortir, a priori. Donc moi je me refuse de faire dans le sentimentalisme comme le reproche là. Tous, même si moi-même j'y étais, la première option qui s'offre à moi pour sortir au prétexte de maladie, mais commencer avec les 4 pattes que je saisis ça. C'est d'abord ça. Maintenant, les autorités dont nous parlons ont cette responsabilité de trier le bon grain de livret. Il est question pour les fonctionnaires qui sont commis donc à ces tâches combien difficiles aussi, parce qu'ils ont certainement leur position aussi, ils ont aussi de la famille, ils ont aussi du sang qui coule dans leur veine, et devant certaines situations, à côté des lois qui existent, ont parfois certainement du mal à se décider, parce qu'ils ne peuvent pas prendre sur eux des décisions sans se référer justement au règlement qu'on leur à confier. C'est aussi de cela qu'il s'agit. Est-ce que, en l'état actuel des choses, nous avons tous les éléments d'appréciation sur l'état de santé de X ou de Y, déjà au dehors ici, entre nous ici tout de suite. Je mets au défi quiconque autour de cet arbre qui me dit qu'il ne prend pas tel ou tel médicament, avec tout ce que nous bouffons tous les jours. C'est déjà ça. Maintenant, en situation de détention, c'est encore plus compliqué. Je suis plus que sensible à ça. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, comment on fait pour permettre justement aux fonctionnaires qui sont commis justement à ces tâches de surveillance, de gestion de nos prisons, pour pouvoir prendre la bonne décision et à temps? Je pense que c'est la bonne question que nous devons poser ça. Comment on fait pour gérer ça en réalité? Et au-delà des considérations politiques, au-delà des colorations politiques qu'on peut attribuer à X ou à Y, il faut vraiment qu'on fasse ce débat-là parce que, et ça là tout le monde est super en toi, il n'est pas question de focaliser les malheurs que nous vivons actuellement ou que nous constatons actuellement par rapport aux détenus sur seulement les détenus que nous estimons être des détenus politiques. Il y a des détenus de droit commun, il y a des détenus de fait, de ci, de cela qui meurent dans des conditions que nous ne connaissons pas, parce que ceux-là peut-être n'ont pas de parents pour donner de la voix, parce que ceux-là n'ont pas appartenu ou n'appartiennent pas à un parti politique pour lever une question à l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement. Mais quelle est notre approche pour que notre plaidoyer atteigne tout ce monde-là? C'est ça, moi, ma ligne de défense sur la question. Et donc, je me refuse, je le réaffirme une fois de plus, de faire le débat politicien de telle ou telle victime de brimade en prison. Mais je voudrais que le mécanisme soit élucidé et permette à tout le monde, absolument tout le monde en situation de détention, de pouvoir jouir du minimum possible, ou peut-être même, pourquoi pas, du maximum possible en termes de soins et à temps, et que la réglementation, les tests permettent justement aux fonctionnaires au niveau de ces prisons de prendre vite et bien les décisions qui s'imposent pour sauver la vie humaine, pour sauver la personne humaine. Je finirai sur la question que soulevait tout à l'heure Cosmo Keke sur les conditions de vie, on va dire de vie de façon générale, mais beaucoup plus sur la nourriture des prisonniers. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que tel qu'il le dit, bon, il a porté des gants, c'est déjà ça. Mais il faudrait aussi peut-être, il y a des organisations qui s'intéressent à ces choses-là, il faudrait aussi peut-être s'attarder là-dessus.
pour comprendre, parce que on aurait pu peut-être s'attarder sur ces choses, qu'on n'assisterait pas à certains drames en prison comme au dehors. Parce que moi, j'appartiens à des organisations de la société civile qui militent aujourd'hui pour des nourritures saines, sans les adjuvants, comment vous appelez ça, les cubes, les bouillons synthétiques, chimiques et tout ça, qui tuent tout le monde aujourd'hui silencieusement sans qu'on ne s'en rende compte. Nos propres femmes, pour nous faire plaisir, trouvent des moyens détournés pour toujours mettre ça dans la nourriture. Et le monsieur devient d'abord impuissant et ensuite c'est le foie qui est attaqué, et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes très exposés. Déjà au dehors, nous qui allons et revenons, nous qui sortons très tôt, qui sommes obligés de manger ça et là, et paf, du jour au lendemain, on dit voilà, c'est dialyse, c'est ceci, c'est cela. C'est absolument regrettable. Et c'est encore plus regrettable pour des gens qui sont en détention, qui n'ont pas la liberté d'aller et de venir, qui n'ont pas la liberté de choisir véritablement ce qu'ils veulent manger. Voilà des questions sur lesquelles nous avons l'obligation d'interpeller les autorités, et les autorités ont l'obligation d'élucider au-delà des contraintes de gestion, parce que ce n'est pas toujours évident aussi pour le pouvoir public de gérer tout ça. Mais si vous mettez des gens dans des conditions de détention, vous avez quand même aussi l'obligation de vous assurer donc de la préservation de leur vie, parce que nous avons quand même ratifié un certain nombre d'instruments juridiques qui nous contraignent justement à observer ces choses-là. Donc c'est de cela qu'il s'agit, et je voudrais inviter tous les confrères à faire le débat dans cette dynamique holistique-là, plutôt que de focaliser ou d'orienter vers telle ou telle considération politicienne, sincèrement. Vigile, certainement que c'est le cas Georges Bada qui aurait peut-être obligé les autorités pénitentiaires à ne pas donner très vite l'autorisation aux jeunes radis d'aller se faire soigner, n'est-ce pas? Ceci ne devrait pas expliquer cela de mon point de vue. Il revient aux autorités pénitentiaires de prendre leurs dispositions pour renforcer la sécurité des prisonniers qui vont dans les centres de santé, qui vont se soigner. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas, parce qu'il y a eu des précédents, n'est-ce pas, interdire les autres prisonniers de soins. Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un monde où ça parle quand même beaucoup. Il y a des catégories qui ont quand même droit aux soins, qui prétestent de telle ou telle maladie et sortent, et qui prétestent de ceci ou cela, s'arrangent et ont des plages de liberté. Et ils connaissent, parce qu'ils vivent tous ensemble, ils connaissent les privilégiés parmi eux, ils savent comment ça se passe. Et aujourd'hui, la prison n'est plus loin du dehors. On sait tout. La preuve, ceux dont on parle, le même Radi Latif, et fait partie de ceux qui avaient été soupçonnés d'être les informateurs au dehors. Voyez-vous? Et il n'est pas le seul d'ailleurs. D'autres, je ne veux pas appeler des noms, mais les autorités pénitentiaires et ceux qui ont suivi ce dossier sauraient de quoi je parle, sont également dans le cas aujourd'hui. Par exemple, et même son cas à lui, le fait que le dehors soit alerté, on a soupçonné un prisonnier, comme quoi c'est lui qui donnerait l'information, c'est lui qui informerait, n'est-ce pas, les donneurs, les lanceurs d'alerte. Et actuellement, à l'heure où on parle, il est en train de purger, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent l'isolement. La prison des prisons, l'isolement. Actuellement. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il revient, n'est-ce pas, aux autorités pénitentiaires de s'organiser pour résoudre tout ça là. Il y a des choses à changer, parce que je ne sais plus comment ils appellent ce papier, ce fameux papier qu'il faut avoir avant de... Mais vous n'allez pas attendre, n'est-ce pas, que ça soit d'un certain niveau de gravité avant de daigner agir. Si vous avez fini par agir, ça veut dire qu'on aurait pu agir plus tôt, n'est-ce pas? Et quand on dit il ne faut pas politiser, non, la question n'est pas politique, la question est d'abord humaine. Ah, nous sommes d'accord là-dessus. Non, la question est d'abord humaine. Mais la situation aggravante, c'est quand le détenu est affublé du qualificatif politique, il faut faire attention. Que vous acceptez qu'il soit détenu politique ou non, le fait qu'on dise de lui que c'est un détenu politique, si vous le laissez subir ça, on dira que vous êtes en train de tuer des adversaires politiques. Ça, c'est comme ça. Et ça, c'est encore pire, c'est encore plus grave. Et c'est plus grave, n'est-ce pas, pour la quiétude sociale tout court. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire, ah non, ne politisons pas tout le reste. Il s'agit des faits. Donc, moi, j'inviterais, n'est-ce pas, les autorités pénitentiaires, les autorités judiciaires, n'est-ce pas, à faire en sorte que ces cas-là ne se multiplient pas et qu'ils soient diligentés. Une commission d'enquête
pour savoir quelles sont les conditions de vie, n'est-ce pas, de nos prisonniers, les possibilités de se soigner de ces prisonniers-là. Comment cela s'est passé pour le cas Radji? Et ça, je n'ai pas beaucoup vu les organisations des droits humains. C'est vrai qu'ils vous répondront, ils nous répondent souvent que ils sont pas comme les médias, qu'ils agissent froidement et recueillent les éléments. C'est sûr, ils vont dire qu'ils sont en train de documenter les choses là. Sauf que, encore une fois, ici, il s'agit de la vie humaine. Et ces organisations étaient là, écoutaient ces alertes-là de la prison sur l'état de santé de Radji. Pourtant, il n'a rien eu. Moi, je pense que c'est en ce moment, puisqu'il s'agit de la vie humaine, qu'il faut pouvoir agir. Même si c'est de manière informelle, bon, je ne sais pas s'ils ont pu agir et rencontrer des obstacles, n'est-ce pas? Mais c'est très important parce que, encore une fois, cela n'arrive pas qu'aux autres. Et nous voyons dans la sous-région notamment comment ça peut changer du jour au lendemain. Vous, le tout-puissant décideur aujourd'hui, eh bien vous vous retrouvez le vil individu et prisonnier, simplement. Vous voyez? Et ça peut changer, on ne sait pas quel jour, quel soleil il fera demain. Cela est très important. Vigile, je reste toujours avec vous. On sait que la plupart de ces prisonniers avaient quand même... en tout cas, le chef de l'État avait mis le feu qu'on les fasse sortir au détour d'un procès qu'on leur ferait. Mais jusque-là, ça ne vient pas. On connaît les conditions dans lesquelles ces gens-là ont été arrêtés. Est-ce que c'est pas quand même une manière de ne pas les faire sortir pour qu'ils puissent parler? Il faut nuancer dans le cas de Latif Radji. Je disais tantôt que il a été arrêté en janvier 2020. J'allais dire, ils ont été arrêtés pour la plupart parce que de ceux-là, ils sont 11, si je me trompe, ils sont 11 au total. Et quand je dis janvier 2020, vous voyez, nous sommes à la veille des élections communales. Nous sommes au lendemain des élections législatives. Nous sommes encore bien loin des élections présidentielles. De l'élection présidentielle de 2021. Pour ceux dont vous parlez, les étudiants dont vous parlez, pour la plupart du temps, c'est justement les étudiants qui ont été arrêtés dans le cadre de l'élection des violences liées à l'élection présidentielle de 2021. Les législatives de 2019, rappelez-vous que les actes posés dans ce cadre ont été amnistiés. Exactement. Oui. Rappelez-vous, les actes pendant cette période ont été amnistiés. Donc, eux, ils ont été arrêtés après la loi d'amnistie. Est-ce que vous voyez? La loi d'amnistie date de novembre 2019, c'est-à-dire tout juste après le vote de la Constitution, la nouvelle Constitution. C'est ça qui a suivi en même temps. Ça faisait partie des lois qui ont été votées dans la foulée du dialogue politique entre griffes à l'époque d'octobre 2019. Exactement. C'est pourquoi il faut nuancer, il faut départir le cas du cas des autres étudiants. Ça, les gens disent prisonniers politiques, étudiants, mais je dis, quand vous regardez les dates, il faut faire cette distinction-là. Ce qu'on peut reprocher, et c'est certainement aux autorités, je dis aux autorités, aux responsables du Parti Les Démocrates, qu'il faut pouvoir le dire, c'est de n'avoir pas souvent fait cas de ces gens-là, de ces personnes qui ont été arrêtées à sa veille après la loi d'amnistie. Après la loi d'amnistie, et dit-on dans la foulée du général Faletti, rappelez-vous, le fameux Faletti qui à l'époque disait qu'il avait les moyens d'aller chercher Patrice Talon et créer Anne Griff sans donner de qualificatif à des chefs d'accusation. Dans l'opinion, c'est comme s'il formait une sorte de rébellion, n'est-ce pas, qui naissait là-bas. Mais en réalité, il s'est trouvé que c'était quelqu'un qui parlait, agissait, agitait les réseaux sociaux, plus qu'il n'avait les moyens, plus qu'il n'était organisé. Et toujours par rapport au cas de Radji, il se trouve, vous savez, quand ça arrive, toujours les parents disent, ah ben, notre parent n'a rien à voir avec. Le grand frère dit que Radji n'a rien à voir avec Faletti, qu'il ne connaissait pas Faletti et que c'est vrai, ils sont tous de savants, mais que le jeune homme venait fraîchement de finir en espagnol, ses études en espagnol, il n'avait même pas encore soutenu, mais en attendant, il allait de collège en collège faire de la vacation. Et le jour où on est venu arrêter des gens pour Faletti, il s'est trouvé qu'il a été arrêté parmi les personnes là où on faisait l'opération. Bref, d'ailleurs, il n'était pas seul, on parle d'un
de son jeune frère également qu'il avait remorqué le jour. Dans tous les cas, nous on va revenir là-dessus sur le dossier. Sur ce dossier-là pour éclairer l'opinion. Et donc, il a été arrêté ainsi sans rien à voir avec cette affaire. Comme bien d'autres, parce qu'on parle également des immédiats qui ont été arrêtés, des passants qui ont été... Comme la police a son habitude, comme on sait, quand vous venez sur un lieu d'opération... Vous prenez tout le monde. Vous prenez tout le monde. Exactement. Voilà. Et après, on va décanter, s'il a lieu de libérer, on libère. Donc, c'est comme un peu ainsi qu'il a été arrêté. Sauf que, dans le cas de Radji, il n'a jamais été jugé, pas véritablement. Ce groupe n'a jamais été jugé. La preuve, c'est que l'affaire Faletti, personne n'en parle depuis 4 ans et demi, et on n'en sait plus rien. Mais ça même que vous avez oublié les noms tels que vous me regardez, vous avez oublié même Faletti en question. Allez-y. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette lenteur judiciaire-là, cette lenteur dans notre procédure judiciaire, a peut-être pu coûter la vie à ce garçon. Simplement parce que, est-ce que c'est lui, comme ses parents, qui ont raison de dire il n'est pas mêlé à ça? Normalement, il aurait dû être jugé, n'est-ce pas, 4 ans et demi. En janvier prochain, ça fera 5 ans. Et pour que les choses soient décantées. Mais dans tous les cas, je répète, qu'il ait été coupable ou pas, nous voyons que, au plan des droits humains, même le condamné à mort, qu'on sait qu'en janvier prochain, il va être exécuté. On lui a droit aux soins. Quand il est malade, il tombe malade, on va le soigner. Alors qu'on sait que dans tous les cas, dans 5 mois, on va finir avec lui. Voilà. Mais 5 mois, c'est trop même. Même si c'est la veille, on ne va pas dire va mourir avec tes maux de tête. Non, on s'en occupe d'abord et il pourra mourir heureux après. Voyez-vous. Donc c'est à cela que nous allons encore appeler pour dire à nos autorités, je répète, même les autorités qui prennent des décisions aujourd'hui sont des prisonniers ambulants, des prisonniers potentiels pourront aussi subir ces genres de cas. Regardez, en Guinée, vous vous rappelez, en Guinée, c'est encore là, toujours, ce général partie prenante du pouvoir des putschistes en place numéro 2, qui, parce que ça a changé, eh bien, s'est retrouvé en prison et condamné. Il n'a même pas fait 2 semaines. On dit qu'il est mort de ceci, de stress, de ceci, cela. C'est ça. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Et nous devons le dire et nous devons insister là-dessus. Cause Keke, avant d'aborder notre sujet rapidement, pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il ne faille pas quand même avoir un droit de regard désormais sur comment cela se passe au niveau de nos prisons afin que ces genres de situations ne surviennent? Non, mais je crois que c'est de ça que nous parlons nous tous autour de cette table. C'est-à-dire qu'il faut prendre les dispositions parce que Vigile a dit et a insisté que ceux qui sont les responsables de notre appareil judiciaire aujourd'hui, qui pensent que la prison est réservée pour les autres et non pas pour eux, peuvent se retrouver dans cette position. Alors, je donne pour exemple palpable, Madougou qui se retrouve en prison a été ministre de la Justice dans ce pays. Qu'est-ce qu'elle a fait en son temps pour assurer la sécurité sanitaire aux prisonniers? Alors, et ceux qui sont là aujourd'hui, si devant eux, un ancien ministre de la Justice se retrouve en prison, ce n'est pas exclu qu'un président de la République aussi se retrouve en prison. Je ne dis pas seulement président de la République, mais président de toute institution peut se retrouver en prison. Donc la bataille, le combat n'est pas seulement le combat des journalistes. Nous, notre rôle, c'est d'en parler, mais c'est à eux de prendre les décisions et d'exécuter. Donc je pense que tout ce que nous faisons ici, nous n'avons aucune force de changer les choses, mais nous avons le pouvoir peut-être de rappeler à ces gens ce qu'ils doivent faire. Et le reste, on laisse ça sur leur conscience. Fidèle, on va aborder le dernier sujet rapidement en un tour de table. La situation des dialysés, voilà, le gouvernement a donné des explications ce jeudi aux députés à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé évoque la somme de 120 801 francs pour chaque séance de dialyse. Est-ce un motif valable pour interdire aux dialysés d'aller suivre les soins? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce un motif valable pour suspendre la subvention que l'État, le pouvoir de Boni Yayi accordait aux dialysés à l'époque? D'accord, c'est bien formulé. Exactement, allez-y.
à refuser aux gens d'accéder aux soins, vous faites le prolongement du premier sujet apparemment. Cela dit, je pense que la question de dialyser n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Je ne me souviens plus de son nom, le président donc de l'association, que vous avez d'ailleurs reçu ici et que avec moi il a discuté quelques fois. Edmond Amonceau, voilà. Et je pense que c'est une question assez préoccupante. D'autant plus préoccupante qu'on a comme l'impression que la question de dialyse devient de plus en plus, comment je vais dire, banale dans d'autres pays. C'est dangereux. C'est dangereux alors même que le pouvoir public, le gouvernement, plus précisément, apparemment n'a pas que ça à faire. En réalité, parce que quand nous nous focalisons sur la question des dialysés, nous oublions qu'il y a d'autres affections, qu'il y a le sida, qu'il y a la tuberculose, il y a plein d'autres affections qui sont censées être peut-être pas totalement prises en charge, mais quand même soutenues par l'État à l'endroit bien entendu des personnes qui en souffrent. Cela dit, il faut continuer à souhaiter que l'État trouve le moyen véritablement d'assouplir les conditions d'accès justement à ces dialysés-là, parce que ce n'est pas évident. Vous parlez de 100 et quelques mille pour 120 800 francs pour une séance. Il y en a qui ont 3 séances par semaine. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut avoir et pourtant le pouvoir de faire quand même subventionner cela. C'est ce que je viens de vous dire. Je vous dis qu'il n'y a pas que ça à faire. Moi, j'essaye. Et c'est ce que j'ai souvent dit ici, même si vous me donnez toutes les étiquettes, j'essaie de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Je dis, c'est le même État là, vous et moi, comme État, par extension, ou le gouvernement, si vous préférez, qui doit répondre d'un certain nombre d'autres préoccupations, toujours au plan sanitaire. Et il n'y a pas que le sanitaire dans notre pays, par exemple. Donc, il est question de faire forcément des arbitrages. BEAU, parce qu'on a vu, en face, au moment où les dialysés mouraient, il y a des milliards qui ont été utilisés pour rénover. Pourquoi pas? C'est-à-dire, gouverner, c'est choisir, dans tous les cas. Voilà. Il y a forcément des arbitrages à faire. On peut choisir de tuer. Et vous avez choisi, par exemple, de ne pas parler de nos militaires qui meurent au front dans le Nord, par exemple. On peut en parler. Donc, c'est vous dire qu'un État, c'est un tout. Et que c'est pas gai, parfois, certainement pour les gouvernants d'opérer des choix, d'opérer des arbitrages et de pouvoir donc avancer. C'est pas comme si on devrait fermer les yeux sur tous les autres problèmes du pays et se consacrer seulement aux dialysés. Nous autres, à tête de médias, nous allons commencer à dire, mais pourquoi depuis on ne nous ramène pas notre aide de l'État à la presse, et les avocats trouveront à dire, même les mécaniciens vont trouver à dire, et ainsi de suite. Donc c'est un tout. Il est question de souhaiter que le gouvernement trouve le moyen vraiment d'amoindrir justement les conditions d'accès à ces soins-là, pour permettre donc à ceux qui sont déjà dans ces conditions d'être soulagés, parce que ce n'est pas évident. On a observé d'autres confrères, on a eu des confrères qui sont dans la situation, des confrères journalistes, je veux dire, qui sont dans la situation, qui sont obligés de faire aujourd'hui du tourisme médical, qui se retrouvent au Togo, d'autres en Côte d'Ivoire, où les soins sont un peu plus abordables donc pour eux, pour continuer de survivre à ce mal-là. Donc, je pense que c'est des questions sur lesquelles il faut continuer par faire quand même la veille, pour continuer par en parler. Et c'est en cela que moi, pour une fois, je salue quand même la réactivité des démocrates. Moi personnellement, ça ne veut pas tout le temps. Moi personnellement, je l'ai toujours souhaité ici. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, tout au moins, qu'ils ont beaucoup à faire sur ces chantiers-là, plutôt que d'attendre de nous rabattre les oreilles avec les mêmes refrains et tout ça. Non, voilà des sujets sur lesquels ils ont intérêt à être même redondants, de façon à ce que ça puisse quand même faire bouger les lits, parce que tout au moins là-dessus, on ne fera pas la distinction entre un dialysé UP le renouveau ou un dialysé BR ou un dialysé les démocrates. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça a toujours été, moi, ma ligne d'argumentation sur ces sujets-là. Et donc, au-delà des colorations politiques, au-delà des considérations politiciennes, il faut pouvoir aborder les questions par générales, et là-dessus,
les démocrates, eh bien, ils ont quand même beaucoup à faire plutôt que de nous rabattre les oreilles sur les élections, le code électoral et toutes ces choses-là. Non, il y a des sujets d'intérêt sur lesquels les populations à la base sont concernées parce que sur les questions de maladie, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'appartenance. Vigile, vous avez reçu ici il y a quelques jours le président de cette dialysée, si je vais le dire ainsi. Vous en avez discuté, il a exposé les difficultés dans votre émission Grand Angle, mais aujourd'hui, quand on regarde la situation aujourd'hui, il y a plus de dialysés qui meurent, on a l'impression que l'État est indifférent, et l'argument avancé par le ministre Benjamin Mpati, est-ce que cet argument est un argument valable selon vous? Quel argument il a? L'argument de la somme, le montant, voilà, que l'État débourse à chaque séance pour faire survivre les dialysés, voilà. Vous savez, c'est un politique. Enfin, c'est d'abord un médecin qui est entré en politique et joue politique. Et vous savez, les politiques, c'est comme ça. Ils pensent que ils ont arrêté notre capacité de réfléchir. Mais avant le régime de la rupture, les sommes là n'étaient pas ça. Non, dites-moi. Et l'autre péché, c'est ici, dans ce studio. Pourquoi mettre la dialyse au même rang que le sida? Non, même pas, il n'a même pas dit le sida. Il a dit le problème des mécaniciens. Vous avez entendu que j'ai parlé de sida. Parce que déjà la France n'a pas entendu. Des médias, l'aide de l'État à la presse, non. Il n'a pas entendu que j'ai parlé de sida. Il n'a pas aussi entendu que j'ai parlé de tuberculose. Laissez Vigile évoluer. Il n'a pas entendu ça. Non, en fait, peut-être que vous n'avez pas idée de ce que c'est que cette maladie. En tout cas, j'ai eu un parent qui a souffert de ça, qui est décédé. En fait, c'est quoi la dialyse? Vous allez nous faire des cours de médecine. Non, je n'ai pas fait de cours. Pour la dialyse, on a des parents. Non, et pour les autres affections aussi. Permettez Vigile de terminer, s'il vous plaît. Vous ne recevez pas un médecin qui vient nous parler de dialyse. Permettez Vigile, allez-y. Non, Fidèle ne sait pas de quoi il parle. Il a beau monopoliser la parole, il ne sait pas de quoi il parle. Les auditeurs Fidèle, ils feront le point des temps de parole de nos aussi. Il n'y a pas de souci. Vous en avez bénéficié davantage aujourd'hui. Ah, d'accord. En fait, moi, je vais juste donner une image. Voilà une affection, quand vous l'avez, vous êtes condamné à mort. Vous êtes condamné à mort. Le reste, c'est un reliquat. Selon votre mode de vie, selon le traitement que vous subissez, faut prolonger votre vie. Voyez-vous? Donc c'est un cas de désespéré, un cas de détresse, comment on dit, c'est des sinistrés en fait, qui n'ont pas choisi. Personne ne choisirait ça, évidemment. Tout à fait. Personne ne choisirait d'être condamné à mort. Donc dans ce cas, et vu le coût surtout, vu le coût du traitement, qui ne vous assure pas non plus, disons, la totalité, votre... la totalité de réserve de vie que votre âge, n'est-ce pas, vous aurez accordé sans cette affection. Eh bien, si l'État, si on ne fait rien, regardez ce coup avec le président de l'association des dialysés dont vous avez parlé, Edmond Amonsou, que je salue, dont je salue l'activisme. Il est malade aussi et il se bat pour les autres comme il peut, n'est-ce pas? Dans l'émission, il a calculé, il a dit, ça fait à peu près 12 millions par an. Qui est en mesure, dans ce Bénin, à part quelques exceptions, rares exceptions, de brûler 12 millions par an pour sa survie? Et quand vous ne le faites pas, vous entrepassez dans les jours, dans les semaines à venir. Vous comprenez, vous mesurez. C'est pourquoi je dis on ne peut pas comparer la dialyse à l'aide de l'État à la presse. Il n'a aucune urgence dans l'aide de l'État. Il n'a pas. Non, je refuse que vous preniez l'exemple par défaut pour comparer à la question qu'on aborde. Ça me vampirise là, non. J'ai fait extension dans l'aide de l'État à la presse. J'ai fait extension par rapport aux préoccupations de la masse la plus négligeable de notre société. Mais vous occultez que j'ai parlé des tuberculeux, j'ai parlé des porteurs du VIH/SIDA. Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais là-dessus, je pourrais vous reprendre là-dessus pour vous dire que en sortant de ce studio, même un palu peut vous abattre. Donc on ne peut pas faire cette comparaison a priori. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas faire cette comparaison. Maintenant, vous avez déjà donné votre explication. Vigile, continuez. Donc c'est une urgence affirmée, la dialyse. C'est un cas de désespoir humain que les intéressés n'ont pas choisi. Et un cas dont la seule réponse est la prise en charge de l'État. Et c'est ce qui se fait partout. Je dis mais c'est ce qui se fait partout, n'est-ce pas? Même dans les
dictatures, les nouvelles dictatures qu'on a autour de nous, les dictatures militaires au Burkina, l'écho vous est revenu la dernière fois. C'est ce qui se fait. Et dans l'émission, on a fait la pédagogie, à peu près vous êtes combien, ça coûtait combien pendant la révolution sous Kérékou, ça coûtait combien, pourquoi les autres en prenaient. Heureusement que Fidèle, il a fini par tout résumer. Gouverner, c'est faire des choix. Mais comment peut-on faire des choix, n'est-ce pas? Comment on peut froidement faire le choix de décimer une partie de sa population? C'est là où ça interroge clairement l'humain que nous sommes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, encore une fois, comme sur le sujet précédent, faut pas aborder avec des considérations politiques tout en disant ah non, moi c'est pas de la politique. Mais si c'est pas de la politique, comment un humain peut justifier, n'est-ce pas ça? Est-ce que c'est que puisqu'on a calculé, on a fait des projections, il a fait des projections dans l'émission également, ça coûtait à peu près combien? Ça va coûter à peu près combien? Ce nombre de milliards qui n'atteint pas 20 milliards par an. Je dis bien qu'il n'atteint pas 20 milliards. Qu'est-ce que c'est pour un pays? Qu'est-ce que c'est pour un État? Tout en continuant les sensibilisations, regardez, et tout ceci tient cela. Regardez, il a fallu qu'on aille rattraper nos ananas en France pour rappeler au monde entier le désastre qui se fait en matière de gestion des États. Tout ça rentre en ligne de compte. Vous avez parlé des cubes, des bouillons et tout le reste. Pourquoi vous... C'est que 100 fois, 1000 fois plus foudroyant que les bouillons. Bon, les bouillons, ça te laisse encore le temps de faire l'amour quelques jours. Tant que... C'est que... Non, mais je préfère qu'on arrive. Je préfère ce vigile-là, quoi. Hein? C'est qui est 100 fois, 1000 fois plus foudroyant. Et que aujourd'hui on partage allègrement. C'est tout ça, mis ensemble. Donc, l'État a une responsabilité dans tout ça. Je suis d'accord qu'on ne peut pas faire l'option de comment dit-on, à la source, à la réception ici, recueillir seulement les malades de dialyser. Il faut faire quelque chose en amont également, sensibiliser les populations, mais pas seulement la sensibilisation. Les sources qui conduisent à cet état-là, de fait, on les connaît également. Donc, c'est un tout. Mais, je dis encore le principal, ceux qui y sont n'ont pas demandé, on ne peut pas faire ce choix-là. Moi, je n'ai pas suivi le ministre et je suis fautif, n'est-ce pas? Mais il a beau parler, c'est quoi les perspectives? On va toujours continuer à laisser cette catégorie de personnes continuer à mourir parce qu'on dit que c'est cher. On va continuer à soutenir ce choix-là. Moi, j'attends de voir. C'est déjà bien que au Parlement, on ait pu appeler le ministre à la barre. Le sujet, le ministre. Mais il ne suffit pas de venir s'expliquer seulement. Il faut des actions. Ah, mais ce n'est pas des actions, c'est dire désormais la prise en charge. Voilà. Mais je sais, j'avoue, ce n'est pas la faute du ministre. Quand il n'a pas la décision, il n'est pas la décision. Il ne fera rien. Il pourra, même s'il a beau avoir pitié, parce que moi, le président de l'association des dialysés dit que même le ministre, ses parents sont dans le cas. Il a des parents qui souffrent de dialyse, d'autres en sont morts également, tout le reste. Il est dépité comme nous tous, comme eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà. Il n'a pas la décision. S'il ne tenait qu'à lui, je suis sûr qu'il prendrait une autre décision. Voilà. Quelqu'un pour terminer, un mot sur la situation des dialysés. Non, je suis d'accord avec Fidèle qui trouve que la gouvernance est un tout. Et c'est un tout et on est libre de choisir. Mais vous savez, quand on parle d'un tout là, vous savez, gouverner c'est prévoir aussi. Et le tout ne suffit pas de dire je change tout. Je change tout. Parce que si on n'est pas en mesure d'améliorer ce qu'on est venu voir, il vaut mieux laisser à l'État ce qu'on a vu. Moi, je ne sais pas pourquoi. Si les régimes passés ont eu les moyens de soutenir, d'accompagner les dialysés, pourquoi le régime actuel choisit de condamner ou d'abandonner ces malades? Est-ce que c'est parce qu'on sait que ceux-là, la maladie dont ils souffrent, ils sont condamnés à mort, qu'il faut les abandonner à la mort? Moi, je ne pense pas. Si le président a fait un petit calcul, a dit il nous faut au moins 12 millions par an, je crois que c'est ce qu'il a dit. Oui. Pourquoi l'État ne peut pas dire sur les 12 millions, je vais vous accorder 6 millions? La moitié tout au moins. Non, même si l'État accorde 6 millions, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a rien fait. C'est ça la spécificité. Non, je dis 6 millions au moins
au moins 6 millions. Combien sont capables de donner 6 millions à par côté an de celui qui ne vivre? fait rien, moi je pense qu'un gouvernement responsable ne peut pas dire que parce que des gens en faisaient, je ne ferai pas. On a beau être contre le président Patrice Talon, je l'ai dit, je continue de le dire, tout ce qu'il a installé comme réforme, je ne vois pas celui qui viendra remettre tout en cause. Et dire parce que je ne l'aime pas, bon, ce qu'il a fait là, ça m'engage que... Cette réforme peut être mise en cause. Non, je pense que... Celle-là peut être mise en cause. Exactement, parce que c'est la vie même qui est là. Et c'est ça que je dis. Si au moins le gouvernement ou bien ceux qui sont passés avant le président actuel ont pu subventionner ou bien accorder un soin à ces malades, on peut prendre en charge. Pourquoi pas celui qui est là aujourd'hui ne peut pas prendre? Est-ce que c'est parce que lui a les moyens? Parce que nous sommes tous exposés, hein? Nous sommes tous exposés. Bon, prions pour que ceux qui pensent que c'est un choix, qui ne se retrouvent pas dans ces cas un jour. Voilà, merci à vous, Cosme Keke. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Patrimoine. Ça m'étonne que Fidèle n'ait rien à dire avec cette chute le premier paraissant, n'est-ce pas, le seul et unique de la prouesse de la médecine traditionnelle. Le seul et unique paraissant de l'autre côté à Franco. Fidèle Vaudounon, on connaît vos capacités dans la médecine traditionnelle. Peut-être que vous allez nous faire des prouesses pour amener les dialysés à être guéris sans pour autant... Non, c'est le procès du gouvernement, on n'est pas encore dans les solutions. Bon, voilà, on va y revenir certainement. Fidèle, merci. DP de l'Express. Vigile Avancé, il est le directeur d'information de Crystal News. Merci à vous d'avoir été des nôtres.